Bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de la Haute Autorité de Santé dédiée aux recommandations sur l'accompagnement du retour en famille des enfants protégés. Alors, nous sommes très nombreux, vous êtes très nombreux à participer. Alors, je me présente, Christiane Jambard, je suis la chef du service recommandation à la Haute Autorité de Santé. Et à mes côtés, vous avez une experte, Stéphane Xavier-Grolet, qui est responsable d'unité éducative, et Camille Laurette, qui a copiloté les recommandations avec Renaud Hard. Alors, dans une première partie de ce webinaire, qui durera environ une trentaine de minutes, nous allons vous présenter les principes généraux de ces recommandations et les messages essentiels. Puis, nous allons aborder deux focus, la mise en situation concrète de la famille et les premiers mois du retour. La seconde partie, alors ça sera un temps d'échange à peu près de 45 minutes. Donc, vous avez à droite de votre écran un onglet pour les questions que vous pouvez poser tout au long de la conférence. Alors, nous ne pourrons pas traiter toutes les questions qui portent sur les situations spécifiques ou des cas individuels. Je vais vous rappeler maintenant quelques éléments de contexte. Donc, en protection de l'enfance, le placement est par principe temporaire. On sait ainsi qu'on doit travailler dans le sens d'un retour de l'enfant au domicile de ses parents, mais dès lors que les dangers et les risques justifiant l'éloignement sont résolus. Alors, la loi de 2016, elle rappelle l'importance de systématiser les mesures d'accompagnement au retour à la fin du placement. Malheureusement, elle n'en définit pas les modalités opérationnelles. De plus, alors, on dispose de très peu de données, que ce soit quantitatives ou qualitatives, qui permettent d'apprécier le nombre d'enfants concernés, mais aussi la pertinence, la qualité des retours en famille, le bien-être des enfants et des parents. En revanche, on sait que certains retours se traduisent par des échecs, puisque les enfants sont à nouveau placés. Alors, concernant la recommandation, elle est vraiment à penser comme une démarche méthodologique et pratique qui permettent aux professionnels de sécuriser le retour en famille. Elle doit vraiment être comprise comme un processus global, mais adapté nécessairement à la réalité territoriale de l'offre en protection de l'enfance et aux situations familiales rencontrées. Une petite précision concernant la méthodologie appliquée pour ces recommandations. Nous avons vraiment travaillé avec une association, l'association ATD Carmonde, et nous voulions travailler avec des parents d'enfants placés. Donc, nous avons pu recueillir leurs paroles, leur savoir expérientiel et co-rédiger avec elles certains encadrés de la recommandation. Il nous semblait vraiment fondamental de pouvoir confronter nos représentations mutuelles, mais aussi de recueillir l'expression de leurs besoins, leurs attentes et également leurs difficultés. Donc, je vais maintenant passer la parole à Camille Laurette, qui va vous présenter l'organisation des recommandations. Merci beaucoup, Christiane. Donc, avant de vous présenter le processus de retour en famille, que vous voyez ici, phase 1, phase 2 et phase 3, sachez qu'on dresse dans un chapitre premier, en fait, un inventaire de tout ce qui existe déjà au sein des services de protection de l'enfance. En fait, l'idée, c'est de montrer que le processus d'accompagnement, il va s'inscrire dans le travail habituel et quotidien des professionnels. Il n'est donc pas utile d'essayer de réinventer l'eau chaude. Les professionnels vont pouvoir, en fait, ils disposent de ressources, d'outils sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour construire cette démarche d'accompagnement. Par exemple, des outils supports qui vont permettre de garantir la cohérence du parcours d'accompagnement, de se projeter dans l'avenir véritablement en fonction des besoins identifiés de chaque situation. On pense au PPE, évidemment, également au projet personnalisé, tous les documents de ce type, aussi des grilles d'évaluation ou des outils qui peuvent être dédiés aussi à la consolidation des compétences parentales. Alors, bien entendu, on va également formaliser une procédure qui prévoit toute l'organisation logistique et administrative du retour, les entretiens de sortie entre le mineur et ses parents, les temps d'accompagnement aussi à la séparation relationnelle, tout comme les règles de maintien des contacts avec les professionnels. Vient donc ensuite le processus d'accompagnement qui vous est présenté et qui a été pensé en fait en 3 phases. Donc une première phase qui permet d'apprécier la pertinence du retour de l'enfant dans sa famille,
Une deuxième phase qui vient confirmer l'intention en mettant en fait dans les conditions du réel l'enfant et sa famille. Et enfin, une troisième phase qui va permettre de sécuriser le retour de l'enfant une fois celui-ci de retour au domicile de ses parents. Alors, la première phase d'appréciation de la pertinence du retour, elle va mobiliser des compétences évaluatives des professionnels. Dans un premier temps, on va préparer l'évaluation avec l'enfant, avec les parents, en rassemblant toutes les informations qui sont utiles et on réalisera donc une première synthèse pluridisciplinaire. Ensuite, on va conduire l'évaluation avec l'enfant seul d'une part, avec les parents et avec évidemment la famille réunie. À ce stade, là où on insiste bien, c'est sur la nécessité d'observer l'enfant, qui est le meilleur indicateur de son bien-être, de son mal-être, et notamment quand il est en âge non verbal, mais c'est valable pour tous les enfants. L'objectif de ces entretiens, c'est de recueillir les ressentis, les souhaits de chaque membre de la famille. À la fin de cette phase, le retour il sera préconisé si et seulement si on estime que la mesure de protection elle est plus nécessaire pour garantir la sécurité et qu'elle convient au développement de l'enfant. Pour la deuxième phase, on va formaliser des objectifs et des interventions avec les parents et l'enfant. Là, ces interventions, elles vont venir consolider les compétences parentales, également mobiliser des ressources partenariales qui sont nécessaires par ailleurs. Là, c'est le moment aussi d'augmenter progressivement et de diversifier les contacts parents-enfants. Il est fondamental véritablement de mettre toute la famille dans les conditions du réel et de recréer, je dirais, une forme de quotidien anticipé. Enfin, tout ce travail mené a pour objectif de renforcer encore la capacité de protection des parents, et ce, afin d'acter le retour. Dans ce cadre, les professionnels ils vont proposer à l'autorité décisionnaire un plan de retour qui va présenter tout l'accompagnement nécessaire une fois l'enfant de retour au domicile de ses parents. La dernière phase, c'est une phase cruciale parce que les premiers mois du retour, on le sait, c'est une période qui est sensible. Donc là, on va devoir prévoir un temps de soutien éducatif qui sera spécifique. Évidemment, ça passe par des interventions de milieu ouvert à partir du domicile et par le fait aussi de garantir l'étayage de la famille dans son environnement de vie. Ici, l'objectif, ça va être de consolider d'une part les compétences psychosociales de l'enfant, mais aussi de soutenir dans le même temps la confiance des parents dans leur capacité à mener à bien les changements attendus. Cette phase qui est ultime d'accompagnement, elle doit conduire à la sortie du dispositif de protection de l'enfance. Et là, elle doit en tout cas garantir la sécurité de l'enfant et s'assurer de la constitution progressive d'un réseau de protection tout autour de la famille. Alors, pour appréhender cette recommandation, il est important d'avoir plusieurs choses en tête, notamment qu'elle a vocation à concerner le plus de situations possibles. C'est vraiment un fil conducteur de l'accompagnement au retour. Alors, je sais que ça peut être frustrant pour certains, mais on a fait le choix de ne pas faire de cette recommandation un outil d'évaluation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les professionnels ils vont pouvoir s'appuyer sur des outils dont ils disposent déjà et estimer quand et comment l'appréciation de l'opportunité d'un retour s'avère la plus pertinente. Enfin, si le retour en famille, c'est la règle, parfois il est complètement contre-indiqué. Donc avec le groupe de travail, on a repéré certaines catégories de contre-indications. Donc d'une part, les enfants qui sont victimes de maltraitance parentale ou qui vont être exposés à des violences intrafamiliales. D'autre part, certaines problématiques de santé mentale qui sont évaluées médicalement mais qui ne sont pas stabilisées d'un ou des parents. Et enfin, des problématiques d'addiction sévères, c'est revenu beaucoup, qui sont sévères et chroniques d'un ou des parents. Merci beaucoup Camille. Alors, je tiens à préciser que toutes ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail, un groupe de lecture composé de travailleurs, de travailleurs sociaux, de professionnels et également de personnes directement concernées par la problématique et des chercheurs. Alors, je voulais vous dire que pour passer à la deuxième partie, avec les focus, je vous rappelle que 3 phases bâtissent les recommandations correspondant à un suivi en amont du retour en famille, pendant et en aval. Donc, la phase 1 et 2,
l'enfant est placé hors du domicile familial. En phase 3, l'enfant vit au domicile familial. Et donc, comme l'a rappelé Camille, ces phases sont vraiment théoriques, la temporalité étant liée à la réalité de chaque situation familiale et aux difficultés particulières de chaque parent. Alors, pour ce webinaire, il a été décidé de se focaliser sur la phase 2 et 3. La première consistant à apprécier la pertinence du retour de l'enfant dans sa famille. Si les 2 dernières phases détaillant la préparation du retour de l'enfant dans sa famille et la sécurisation du retour sont pertinentes, voilà, à partir du domicile familial, on va voir ce qui est beaucoup plus opérationnel. Donc, pour ceci, nous allons voir maintenant avec notre experte Stéphane Xavier Grelet comment préparer concrètement le retour avec la mise en situation de la famille et les premiers mois du retour. Merci Christiane. Donc, ce premier focus portera sur la mise en situation réelle, qui est effectivement une phase essentielle dans ce processus de retour de l'enfant au domicile parental. La mise en situation réelle est souvent source de stress, d'angoisse. Elle amène à certaines appréhensions qu'il convient de parler tant avec l'enfant qu'avec le parent dans des espaces de parole dédiés. La mise en situation réelle sera d'autant plus difficile à vivre que les raisons du retrait et du placement de l'enfant du domicile resteront floues et qu'elles n'auront pas été parlées et travaillées. La mise en situation réelle, en fait, elle consiste en une participation accrue des parents au quotidien de l'enfant placé, d'une part, et en une intensification, une diversification des temps de rencontre, d'autre part. La participation accrue des parents au quotidien de l'enfant, elle vise à inscrire davantage le parent dans les démarches liées à leurs prérogatives parentales, en les laissant agir en première ligne. Il s'agit en quelque sorte de glisser progressivement d'une situation de suppléance parentale qu'oblige le placement pour tendre vers une co-prise en charge de l'enfant, parent, hébergement. L'accompagnement éducatif a alors pour objet d'associer et de soutenir le parent dans les différentes démarches à effectuer, que ce soit des démarches administratives, des démarches scolaires ou des démarches relatives à la santé. Par exemple, pour illustrer, dans mon établissement, nous essayons d'associer systématiquement les parents dans les démarches relatives à la santé et à la scolarité. Nous avons également fait le choix, pour les parents qui continuent à percevoir les allocations familiales, de les associer systématiquement aux dépenses afférentes à l'éducation ou à la scolarité de leur enfant. Ça passe à travers l'achat de matériel scolaire, à travers l'inscription au club de sport, l'achat de vêtures, le coiffeur, voilà. Tout ce type de dépenses, on essaie d'associer systématiquement le parent au financement. Pareillement, en fonction des revenus des parents, nous leur demanderons de participer aux achats de fournitures, voilà, comme je l'évoquais à l'instant. Quand bien même la participation financière serait minime, elle est avant tout symbolique, en fait, cette participation financière. Elle permet l'implication du parent dans l'éducation de l'enfant. Elle démontre à l'enfant que son parent s'investit dans les démarches qui le concernent, qu'il fournit l'effort dans ce sens-là. À plus long terme, cet investissement financier vient préparer le parent, en fait, à la gestion du quotidien qu'il attend une fois l'enfant rentré au domicile et aux futures dépenses auxquelles il sera confronté. Cette question de l'argent, de cette relation argent entre le service d'hébergement et le parent est vraiment une question saillante dans ce processus de mise en situation réelle. Mais elle participe vraiment de cette concrétisation du retour au domicile parental, de cette préparation de l'enfant au domicile parental. J'en prends pour exemple la rencontre que nous avons eue avec des mères prises en charge par ATD Quart-Monde, et ces mères déploraient que leurs enfants, quand elles récupéraient leurs enfants pouvaient être dans des exigences, notamment matérielles, que leur situation financière ne leur permettait pas de supporter. Cette incapacité à répondre à ces envies pouvait être source de tension avec leurs enfants et d'incompréhension des enfants, entretenus parfois, on le sait, dans quelques achats habituels, sans qu'on réfléchisse à la capacité du parent à assumer ces mêmes dépenses. Et ces mères soulignaient combien elles s'étaient senties dévalorisées dans cette confrontation aux envies de leurs enfants et combien elles avaient le sentiment que leurs enfants portaient sur elles un regard négatif
Et nous percevions à travers ces échanges que ce sentiment de dévalorisation pouvait également faire conflit, voire faire opposition avec le service de placement qui avait en charge leur enfant. Donc, tellement ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir rivaliser face au service de placement et d'être en rivalité, il y avait une rivalité, on sentait qui pouvait s'instaurer à travers ce regard dévalorisé posé sur elles. À mon sens, cette participation financière des parents à hauteur de leurs moyens permet également, du coup, l'ancrage de l'enfant dans sa réalité et effectivement le prépare au retour au domicile parental. Je tiens par ailleurs à souligner l'importance d'accorder systématiquement un temps d'échange parents, professionnels, enfants, professionnels à l'issue des différentes démarches, de manière notamment à ce que le parent puisse dire la manière dont il a vécu ce moment, les émotions suscitées, les difficultés rencontrées. C'est vraiment important que les professionnels puissent accorder ce temps régulièrement après démarche. En fait, la participation accrue du parent au quotidien de l'enfant placé permet non seulement d'accompagner le parent dans une montée en compétences, mais de lui redonner confiance en le reparentifiant, en lui rendant les prérogatives parentales soustraites par le placement, car nous connaissons tous ces situations où, par commodité, par facilité, pour aller vite, les professionnels de l'hébergement peuvent, sans intention particulière, mais peuvent souvent se substituer aux parents et les disqualifier sans en avoir l'intention. J'insiste sur ce point parce que justement, toute la mise en situation va consister, j'insiste sur ce glissement entre la suppléance parentale qu'oblige le placement à on redonne aux parents leurs prérogatives parentales. Donc, comme je l'indiquais au début de mon propos, la mise en situation réelle, c'est aussi une intensification et une diversification des temps de rencontre. Mais avant de développer ce point, je tiens à préciser que l'intensification des temps de rencontre parents-enfants nécessite un travail étroit, une articulation étroite entre le service de placement et le service de milieu ouvert en charge du suivi. Dès lors que l'on s'oriente vers cette intensification des temps de rencontre, il convient de fixer des entretiens distincts, puis conjoints, avec l'enfant, avec le parent, qui sont autant d'espaces dans lesquels l'enfant, le parent pourront exprimer leur velléité, la manière dont ils perçoivent les modalités de rencontre à venir, la fréquence, la durée, et tout cela, bien sûr, dans une progressivité. On ne peut envisager l'intensification des retours, des rencontres parents-enfants sans cette nécessaire progressivité. Dans un premier temps, nous pouvons organiser des rencontres parents-enfants au sein de l'établissement de placement, à l'issue desquelles il y aura un temps de débriefing avec l'enfant, un temps de débriefing avec le parent. Concernant l'enfant, nous ne pouvons nous arrêter au dire de l'enfant. Le non-verbal, la gestuelle est aussi à prendre en considération, tant dans les moments qui vont précéder ces temps de rencontre que dans les moments qui vont succéder ces temps de rencontre. Cette observation de l'enfant nous permettra d'évaluer la pertinence, d'être toujours dans cette constante évaluation des modalités de retour progressif de l'enfant au domicile parental. À ces temps de rencontre intensifiés dans le lieu de placement viendront, dans un second temps, des temps de rencontre au domicile parental. Dans un premier temps, peut-être sur des temps de week-end, on peut envisager une journée, puis un week-end avec une nuit, 2 nuits. Puis, on va tendre progressivement vers un accueil séquentiel qui peut s'envisager sur une semaine partagée, moitié placement, moitié hébergement, soit une semaine sur 2, alternant une semaine famille, une semaine foyer, pour tendre petit à petit vers un placement éducatif à domicile où l'enfant sera en continu au domicile parental et les professionnels interviendront au domicile de l'enfant. Au cours de la phase d'accueil séquentiel, ce temps partagé donc entre le domicile parental et l'hébergement, il convient de répartir le qui fait quoi entre les professionnels de l'hébergement et les professionnels de milieu ouvert. Cette articulation est indispensable pour sécuriser ce retour.
C'est ce qui va permettre aux parents ou à l'enfant de savoir qui solliciter, à quel moment. Par exemple, on peut considérer que, si je prends l'exemple de ma pratique, les professionnels de l'hébergement interviennent en général sur les temps de soirée, les temps de nuit, les temps de week-end. Les professionnels de journée, eux, interviennent davantage en journée à l'occasion de visites à domicile, sont dans l'accompagnement du parent pour les démarches scolaires, pour les démarches vers les dispositifs de soins, etc., des parents. Toujours dans cette même démarche, venant sécuriser le retour des enfants à la maison, les professionnels pourront systématiquement rappeler aux parents qu'ils seront contactés pour s'assurer que tout va bien, contactés pour vérifier que ce qui avait été prévu s'organise comme tel. Ça vient aussi rassurer les parents. Les parents et l'enfant savent aussi qu'ils peuvent contacter le service. On leur donne, voilà, on s'assure qu'ils ont bien le numéro, qu'ils ont bien les interlocuteurs. Tout cela dans un souci de sécuriser le retour de l'enfant à la maison. Et on peut aussi envisager, on peut le dire aussi, c'est ce qui vient aussi poser cette question de réassurance, la possibilité pour l'enfant ou pour le parent peut-être d'écourter ce temps de rencontre à la maison pour que l'enfant retourne dans son établissement de placement. Tout ça doit être posé dès le début avec le parent. Les professionnels intervenant dans ces circonstances auront à chercher et à soutenir et à valoriser la capacité à dire lorsque cela ne va pas, à partager leurs difficultés. Il faut que les parents puissent partager leurs difficultés, les tensions, les doutes, les erreurs. Ce droit à l'erreur, il est indispensable. Il est indispensable pour créer ce climat de confiance qui permettra aux parents de monter dans cette compétence parentale. La première question qui va se poser dans ce droit à l'erreur, c'est celle de la sécurité de l'enfant. L'enfant est-il en danger? Est-il en danger physique? Est-il en danger psychique? Pour l'enfant, il est aussi nécessaire que l'enfant sache qu'il peut s'autoriser à dire les difficultés qu'il a rencontrées sans crainte des répercussions sur ses parents. Pour le parent, il faut aussi qu'il puisse s'autoriser à dire les erreurs qu'il a pu faire, de manière à ce qu'il puisse aussi tirer expérience de son erreur et ainsi accéder à l'accompagnement soutenant sa montée en compétences. Cette approche autour de l'erreur s'inscrit dans la continuité du travail engagé sur les motifs de retrait de placement. C'est dans une continuité. Il s'agira de faire des ponts, peut-être, entre les raisons pour lesquelles l'enfant avait été retiré et là, l'erreur commise. Il s'agit, tout en recherchant les éléments positifs, les éléments d'évolution du parent et en différenciant les situations. Il convient donc au préalable, avec les professionnels, de définir ce que nous entendons par erreur. De ma place de cadre éducatif, j'estime que la question du jugement des parents par les professionnels nécessite d'être posée et travaillée en équipe. Nous savons que la posture professionnelle, la posture du professionnel peut ouvrir ou fermer le dialogue et la possibilité, par conséquent, de dire l'erreur. Or, sans l'évocation de cette erreur par les parents, sans cette franchise, il ne sera pas possible de reprendre les choses avec les parents, de retravailler la situation problème. Le droit à l'erreur doit, à mon sens, être considéré comme une opportunité de prendre le temps d'expliciter les conséquences possibles de cette erreur pour l'enfant, dans l'immédiat ou à plus long terme. Il est donc essentiel que les professionnels soient à l'aise avec cette question de l'erreur, de manière à instaurer ce climat de confiance qui est nécessaire pour dire cette erreur. Pour que les professionnels, à mon sens, soient à l'aise justement à accepter l'erreur, peut-être faudrait-il qu'on mette davantage l'accent sur les formations relatives aux techniques de conduite d'entretien ou à la gestion des situations conflictuelles. C'est ce qui va permettre aussi aux professionnels de développer des capacités d'habileté relationnelle et de faciliter cet échange entre le parent et l'enfant. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, juste pour conclure, Christiane, oui. Très rapidement, parce que j'ai un peu débordé, la mise en situation réelle, si je devais la résumer, c'est l'intention de cette mise en situation réelle, c'est une transition douce, une forme de passage de relais entre le lieu de placement et le domicile parental. Merci Stéphane. Non, mais je trouve ça très important et effectivement de rappeler la transition douce. On voit bien comment le travail est important avec les familles
et comment, quand on a travaillé avec l'association ATD, avec les familles qui avaient leur enfant placé, on voit comment c'est quelque chose de très, très important. Et ce droit à l'erreur, il est important de le signifier ici. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la recommandation. Et surtout, le soutien des parents, c'est-à-dire qu'on est avec l'enfant, mais comment on accompagne vraiment les parents, parce que justement, c'est souvent un moment de tension, les familles sentent un déséquilibre, et c'est vraiment important qu'elles se sentent soutenues par les professionnels pour pouvoir travailler dans un climat de confiance le retour. Alors, peut-être que maintenant, Stéphane, nous pourrons aborder le deuxième focus. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les premiers mois du retour en famille? Alors, les premiers mois de retour en famille s'inscrivent dans la continuité de la dynamique soutenue lors de la mise en situation réelle. C'est comme pour le placement, en fait, le moment de départ de la structure de l'enfant est un moment intense, tant pour l'enfant que pour le parent. C'est le temps des bilans, c'est le temps des perspectives, parfois un peu flou, les perspectives. Pour l'enfant, c'est une nouvelle séparation. Et il nous semble important de souligner l'importance de permettre à l'enfant de maintenir des relations avec ses anciens camarades et les professionnels auprès desquels il a pu rester pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et avec lesquels il a pu tisser des liens parfois très étroits, très forts. Le lien de confiance que l'enfant a pu établir justement avec ses professionnels de sa structure de placement a pu permettre l'expression libérée des émotions, des sentiments qu'il ressentait. Aussi, il nous semble vraiment essentiel que l'enfant puisse maintenir quelque temps, c'est lui qui appréciera la durée finalement, en tout cas, qu'on puisse l'autoriser à contacter ses anciens professionnels, les anciens éducateurs, la maîtresse de maison, la cuisinière, ou avec les personnes avec lesquelles il y a eu ce lien d'attachement. Parce qu'avec la sortie du lieu de placement, souvent dans les premiers jours, dans les premières semaines, une phase que nous pourrions qualifier de lune de miel. Et il n'est pas rare de voir des parents qui, cherchant à faire plaisir à l'enfant, à donner à voir qu'il est un gentil parent, ne pose plus guère de règles, ils vont cuisiner uniquement ce qu'aime l'enfant, voilà. Ou à l'inverse, des parents qui, cherchant à donner à voir une maîtrise de la situation, vont être dans un excès de rigueur, un excès de sévérité, ne laissant rien passer. Aussi, ces premiers mois de retour au domicile obligent à une vigilance, car passé la phase de lune de miel, il n'est pas rare de voir non plus l'enfant placé ou les parents confrontés à la crainte de revivre la situation qui avait conduit au placement, à la peur du quotidien partagé avec un enfant qui a évolué, qu'on ne connaît pas, un enfant qui était habitué à certaines règles et qui va en découvrir d'autres à la maison. Pour les parents, à la peur de la solitude, tout cela sous le regard éloigné, mais toutefois présent, des professionnels et avec cette peur constante d'un nouveau retrait de l'enfant. Les premiers mois donc de ce retour au domicile s'inscrivent dans la continuité du travail amorcé dès le début de la prise en charge de l'enfant et qui s'est poursuivi tout au long soit de l'étude de faisabilité du retour, soit à l'occasion de l'accueil séquentiel ou du placement à domicile. L'intervention des professionnels sur ces premiers mois de placement vise à consolider ce retour en soutenant la dynamique éducative impulsée lors des mises en situation réelles. En effet, il convient de rappeler que la participation accrue des parents au quotidien de l'enfant placé participait déjà du soutien à la parentalité nécessaire à la sécurisation de ce retour au domicile. De même, la poursuite du travail de réflexion engagé sur les motifs de retrait de l'enfant et sur les ruptures, les émotions engendrées par cette rupture. La rencontre avec les mères suivies par ATD Carmonde avait démontré combien il était nécessaire d'accompagner les parents dans la compréhension et de s'assurer de la compréhension des motifs qui étaient à l'origine du retrait de l'enfant et du placement, mais aussi de mettre des mots sur les émotions, les sentiments éprouvés lors de ce retrait, de manière à ce que, dans un second temps, les mères soient accompagnées pour comprendre la place de ce placement dans leur histoire familiale et le sens de ce placement tout court. L'accompagnement engagé au préalable aura permis aux parents donc de bénéficier de différents lieux ressources. Et en fait, ces premiers mois de placement c'est la consolidation, en quelque sorte, de tout le travail engagé en amont. Donc, ces premiers mois de placement au retour au domicile parental nécessitent une intervention particulière et un investissement particulier des professionnels
avec une certaine une disponibilité peut-être plus accrue que d'ordinaire, une intervention qui se pense également dans un lâcher progressif. Et ce lâcher sera d'autant plus aisé et plus sécurisé que les parents auront repéré, ils auront identifié, ils se seront investis dans des lieux ressources que sont les PMI, le CMPP, le CMP et les différents dispositifs de soutien à la parentalité vers lesquels ils auront été orientés avant le retour de l'enfant à leur domicile. Donc, dans ces premiers temps de retour au domicile, il s'agira surtout de poursuivre la démarche de soutien de la dynamique éducative et relationnelle impulsée dès le début de la prise en charge, en encourageant les parents à investir les différents lieux ressources, comme je viens de l'évoquer, et aussi en intervenant au domicile. Les interventions au domicile, comment dire, il me semble qu'il est pertinent de les parler et de poser le cadre dès les débuts avec les parents. La visite à domicile, elle n'est pas anodine. Ce n'est pas rien d'avoir encore des professionnels qui interviennent au domicile, qui viennent vérifier. Oui, c'est une démarche de contrôle et on peut aussi le poser comme tel. On vient vérifier dans une bienveillance, on vient s'assurer que l'environnement dans lequel va évoluer l'enfant et évolue l'enfant est satisfaisant. Mais au-delà de cet aspect de contrôle, la visite à domicile, c'est aussi un temps, un contexte privilégié au cours duquel le parent peut exposer ses difficultés, peut exposer ses émotions, ses ressentis, ses réussites, dans un contexte peut-être plus apaisé, moins source de tension que peut-être parfois le face-à-face dans un bureau, dans un service de milieu ouvert. C'est l'occasion aussi pour le parent, parfois, d'associer une personne ressource, une personne de confiance à ses entretiens à la maison, personne que le parent n'ose peut-être pas accompagner, enfin, amener avec lui aux entretiens sur le service de milieu ouvert. Et au fil des mois, les professionnels vont se retirer. Effectivement, au départ, ils vont intervenir au domicile, s'assurer que tout se passe bien pour petit à petit se retirer et recevoir les parents dans les locaux du milieu ouvert. Les premiers mois de retour au domicile seront d'autant plus réussis et sécurisés que l'enfant, le parent, aura aussi repéré, nommé des personnes ressources, les membres de la famille, des amis, des voisins, chez lesquels le parent, l'enfant, pourra trouver un temps de respiration, pourra trouver de la convivialité pour s'extraire de ce face-à-face qui est peut-être parfois pesant sur ces premières semaines de retour, puisque voilà, on avait vu la mise en situation réelle, l'enfant avait toujours la possibilité de retourner sur son lieu d'accueil. Là, l'enfant est en continu à la maison, et parfois il est difficile voilà, d'être dans ce face-à-face sur ces premières semaines, et pouvoir identifier des personnes ressources chez lesquelles les parents ou l'enfant peuvent aller trouver un temps de respiration est vraiment essentiel dans cet étayage de la famille sur ces premiers mois de retour à la maison. Et enfin, et je finirai là-dessus, l'étayage, bien sûr, de la famille se poursuit par tout l'accompagnement dans les démarches de scolarité, les dispositifs de soins que peuvent être CMPP, psychologue, pédopsychiatre, etc. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je tiens à préciser que c'est vraiment important, hein, l'étayage familial, et que voilà, Stéphane vous a parlé des ressources au sein de la famille ou bien des ressources au sein de l'environnement, mais en tout cas, on voit bien que quand on est en aval, quand il y a le retour, il faut avoir pensé, il faut savoir sur qui les parents peuvent s'appuyer, et les parents et l'enfant, bien évidemment. Et en tout cas, ces ressources au sein de l'environnement de l'enfant et des parents, elles sont vraiment primordiales et elles sont à travailler et à évaluer en amont. Alors, je vais maintenant laisser Camille vous présenter les leviers d'action partagés. Merci Christiane. Effectivement, avec l'ensemble des membres du groupe de travail, on a identifié deux leviers, des leviers plutôt de réussite, si on peut dire, du retour en famille, et qu'il est important d'activer pour le coup dès le début du placement. Alors d'une part, le fait que les professionnels ils vont devoir s'assurer de la compréhension par les parents et l'enfant des motifs du placement, et d'autre part, l'implication de la famille tout au long du parcours de protection doit être soutenue par les professionnels.
Alors, la question de la compréhension des motifs de placement, en fait, elle va s'inscrire dans une vision qu'on peut dire réaliste de la situation. Évidemment, si toutes les actions qui sont engagées, elles ne peuvent être mises en œuvre que si elles vont faire sens véritablement pour tous les membres de la famille. Et par ailleurs, on sait que l'attitude des parents, notamment, peut varier dans le temps. C'est de l'implication, de l'ambivalence, de l'incertitude, parfois une absence d'implication. Et du coup, les parents d'enfants placés peuvent parfois être réticents, on le sait, à s'impliquer aux côtés des travailleurs sociaux. C'est là qu'il va falloir essayer de rechercher une certaine forme de sérénité dans les relations même, je dirais, interindividuelles, parce que ça, c'est vraiment indispensable pour qu'on puisse, que tout le monde puisse travailler ensemble au retour de l'enfant auprès de ses parents. Voilà. Christiane. Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi le micro. Merci beaucoup, Camille. Alors, nous arrivons à la fin de notre intervention et je vais donc laisser notre experte, Stéphane, aborder les messages clés de la recommandation. Oui, effectivement, Christiane. Alors, quelques messages clés. Alors, les différentes expertises mobilisées ont mis en évidence des principes permettant un retour pérenne de l'enfant, garantissant sa sécurité, sa santé, son développement et son bien-être. Donc, nous avons retenu quelques messages clés qui sont la progressivité du retour en famille de l'enfant afin d'éviter la rupture, constamment évaluer pendant, après le placement, consolider les compétences parentales et les attitudes éducatives, prendre en compte l'avis de l'enfant tout au long du processus et formaliser l'articulation entre les services éducatifs en co-organisant notamment le plan d'action de retour. Il y en a plein d'autres, mais on en a retenu que ces quelques-là. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je vais maintenant, il y a Renaud Hard, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a copiloté les recommandations avec Camille, qui nous a rejoint pour la partie questions-réponses. Alors, je vais vous laisser la parole, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Il y en a eu pas mal pendant le webinaire. Et puis, en amont de ce webinaire, vous aviez déjà posé quelques questions. Donc, nous allons pouvoir démarrer avec ces questions. Alors, sur les premières questions, il y avait vraiment… bonjour Renaud. Micro. Sur les questions, donc, les questions qui ont été posées, il y a eu des questions qui concernaient, excusez-moi, les outils. Alors, pas mal de questions ont été posées sur les outils. Donc, je vais essayer de faire en sorte que chacun puisse répondre. Donc là, je vais peut-être laisser Camille répondre sur comment évaluer la pertinence du retour en famille. Merci Christiane. Oui, on a eu effectivement beaucoup de questions sur l'évaluation, quels outils, quels délais, les critères d'évaluation de la pertinence. On a eu les signaux d'alerte qui empêchent le retour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment choisi de ne pas faire une recommandation sur l'évaluation. C'est un choix de notre part et on estimait que effectivement les professionnels disposent déjà d'outils, de grilles diverses et variées peut-être, qui leur permettent véritablement de faire cette appréciation de la pertinence du retour. Ceci dit, on a quand même essayé de mettre un encadré sur les contre-indications au retour, ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a également un tableau des risques de protection, des facteurs de risque et de protection qu'on a intégré à la recommandation et que vous pourrez voir qui peut être un outil, j'allais dire, aidant, même si ce n'est pas évidemment un outil d'évaluation, mais ça permet quand même de retenir certains critères qui permettent d'orienter la décision. Voilà, il y a aussi un paragraphe sur l'observation de l'enfant, j'ajoute, observation dont je parlais pour l'âge non verbal, mais pour tous les enfants. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Alors peut-être, je vais laisser Stéphane répondre sur assurer la coordination avec les professionnels de santé de l'éducation nationale. Oui, tout à fait, Christiane. Donc, effectivement, dès le début de la prise en charge, c'est un axe de réflexion qu'il faut avoir avec les professionnels, à savoir que, voilà, on essaye de maintenir le lien avec la scolarité, on se répartit, parce que la question de la coordination, c'est aussi la coordination entre les services de placement et les services de milieu ouvert.
J'insiste sur ce point avec l'articulation de le qui fait quoi et comment se répartit, qui va justement être sur la scolarité, qui va être sur la santé, tout en associant, en essayant d'associer au plus près le parent. Mais la coordination, oui, elle va comment dire, elle est indispensable dans ce retour de l'enfant au domicile. Elle doit effectivement s'organiser avec le service de milieu ouvert et entre le service de milieu ouvert, pardon, et l'hébergement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, pour ce qui est de la santé, de questions relatives à la santé, à l'insertion scolaire de l'enfant, il me semble en tout cas que cette coordination passe dans un premier temps entre les professionnels et qu'ensuite on définit avec le parent ce qui peut être du ressort du parent ou ce qui peut être encore entre les mains des professionnels. Merci beaucoup, mais je pense que c'est quand même, voilà, il y a pas mal d'éléments dans votre réponse, Stéphane. Alors, peut-être que je passe la parole à Renaud sur les rôles des TISF, des SAD, dans le cadre des droits de visite et d'hébergement. Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Renaud Hard, je suis chef de projet effectivement à la Haute Autorité de Santé et j'ai donc élaboré avec les différents experts et Camille et l'ensemble de l'équipe cette recommandation. Sur la question de l'intervention, là, il y a deux questions en une, parce que j'ai essayé de suivre un petit peu le fil de questions pendant la présentation. Il y a effectivement la pertinence ou la possibilité, même dans certains territoires, d'avoir ce qu'on a appelé nous en phase 2, donc au moment où on prépare le retour, une intervention anticipée des milieux ouverts qui s'exécute au cours de la mesure de placement. Et puis, il y a après, en phase 3, de toute façon, le recours indiqué comme nécessaire par la littérature scientifique étudiée à des prestations éducatives de milieux ouverts qui peuvent prendre des formes assez différentes. Donc, je vais essayer de répondre en deux temps. Premier temps, sur la phase 2, tout d'abord, il y a des territoires où le cumul de mesures il n'est pas autorisé pour des questions qui appartiennent au choix de l'exécutif politique de ces territoires. On peut citer des raisons qui sont liées au financement, puisqu'une mesure de placement, c'est quand même coûteux pour la collectivité, donc elle n'est pas toujours très partante pour cumuler une deuxième mesure qu'elle finance sur ses fonds propres, en estimant qu'un lieu de placement, quel qu'il soit, doit disposer de la capacité à mener le travail qui lui est confié sans l'aide d'un service de milieu ouvert qui va venir s'adjoindre. Il y a des expériences. Alors moi, je suis quelqu'un qui a exercé il y a quelques années sur le terrain dans le département du Bas-Rhin. Le cumul de mesures, la double mesure, ce qu'on appelait, était encore possible. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est sûr que ça enlève des possibilités dans pas mal de situations. Après, on n'est pas là pour juger, nous, des choix de financement qui sont réalisés par les personnes qui ont cette responsabilité. En revanche, ce qu'on indique bien, et ça, on a eu des retours assez constants de la part des opérateurs de milieu ouvert qu'on a sollicités dans le cadre de l'élaboration de cette recommandation, au moins la nécessité d'anticiper un maximum, quand on ne peut pas construire de double mesure, d'anticiper un maximum à la fois la saisine du service de milieu ouvert dont on pense qu'il sera pertinent d'utiliser les prestations dans le cadre d'un retour en famille, et puis une information quand même sur la nature de cette situation pour que les opérateurs, sur leur niveau de responsabilité au sein des services de milieu ouvert, puissent éventuellement déjà se positionner, éventuellement prioriser une situation pour laquelle un retour, il est clairement perçu. Je vais prendre un exemple, voilà, qu'une AMO renforcée va être nécessaire pour garantir la sécurité et la protection de l'enfant au domicile. Donc, on a cette première problématique un peu de l'exercice d'une double mesure qui, quand il est possible, peut souvent apparaître comme pertinent aussi pour reprendre ce que disait Stéphane, pour faciliter les transitions. C'est que le retour, c'est une transition dans un parcours institutionnel entre le placement et le retour au domicile. On a essayé d'expliquer dans le document certains des effets, ou en tout cas les effets les plus connus de ce retour. En revanche, dans beaucoup de départements aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, pour ce qui relève de l'aide sociale à l'enfance à tout le moins, on a une difficulté à construire ces doubles mesures. Donc là, nous, on va pas indiquer une double mesure sur des territoires où elle ne peut pas être réalisée. Ça serait pas sérieux de notre part. Après, sur la phase 3 et l'intervention des services de milieu ouvert au moment du retour en famille de l'enfant, je le disais précédemment, tout d'abord, la littérature scientifique indique que c'est une condition fondamentale
pour construire une réussite de ce projet de retour. On a un certain nombre de tensions. Il y a eu un rapport sur les interventions éducatives à domicile qui a été rédigé à l'issue de la conférence de consensus qui a eu lieu en 2019, où on voit bien que le milieu ouvert il connaît un certain nombre de difficultés qui sont liées, voilà, par exemple, à la réalité d'une modularité, d'une diversité des services de milieu ouvert sur un territoire donné, avec aujourd'hui encore une très, très, très forte présence des services qu'on appelle d'AED ou d'AEMO classiques. Pour le dire comme tel, des systèmes d'AEMO qui ne laissent pas non plus énormément de temps de travail finalement par situation aux travailleurs sociaux qui en ont la charge. Après, ce qui est difficile, c'est de donner des indications très précises entre on va dire un profil de problématique familiale et la nature d'une intervention de milieu ouvert, puisqu'on a les mesures d'aide et d'accompagnement à la gestion de l'économie et du budget familial, on a les mesures éducatives à domicile, on a les mesures éducatives renforcées à domicile, on a des accueils de jour qui relèvent aussi du milieu ouvert, qui ne s'inscrivent pas dans le champ du placement. Donc, il est nécessaire de construire un plan d'action qui va viser effectivement une intervention plutôt précise. Si on pense qu'on est dans la nécessité d'un soutien plutôt quotidien sur on va dire un profil plutôt de carence éducative assez prononcé, une intervention de TISF sera certainement à réfléchir et peut-être à proposer, on va dire, à l'autorité décisionnaire. Il est quand même compliqué pour l'équipe projet de la Haute Autorité de Santé d'aller beaucoup plus loin finalement dans la relation entre la problématique que les travailleurs sociaux qui lisent cette recommandation vont rencontrer dans l'exercice de leur métier et les indications de mesures de milieu ouvert qui convient de proposer ou de prononcer si on est le décideur. Merci beaucoup Renaud. Alors, il y a eu pas mal de questions sur les compétences parentales. C'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait aussi avec les familles, avec le travail qui a été réalisé avec ATD, et donc sur la notion des compétences. Et donc, vraiment, il est important de rappeler que ces compétences parentales, c'est vraiment ce qui va aider à vérifier si le parent a retrouvé certaines compétences. Enfin, je dirais qu'il y en a plusieurs. À la fin, en annexe des recommandations, on vous a mis les compétences parentales et ça concerne vraiment, les principales, elles concernent vraiment les besoins de l'enfant en termes de besoins physiologiques, de santé, besoins de protection. Et donc, c'est plus un questionnement à avoir. Je dirais, est-ce que le parent il est en capacité, par exemple, de reconnaître l'urgence d'une situation de santé? Est-ce que le parent il a en capacité de reconnaître que son enfant a besoin de soins? Est-ce qu'il est en capacité de demander de l'aide auprès de professionnels de santé s'il y a besoin de soins? Concernant, par exemple, le besoin de protection, c'est vraiment, est-ce que le parent est conscient d'un danger? Est-ce qu'il est conscient par rapport à l'âge de l'enfant et par rapport à son stade de développement? Est-ce que le parent n'est pas en train de surprotéger l'enfant? Est-ce que l'enfant n'a pas un manque de surveillance? Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les compétences parentales. Est-ce que le parent sait dialoguer avec son enfant, expliquer les choses? Et quand il ne l'est pas, on n'est pas en train de juger le parent. Ça veut dire que s'il ne sait pas le faire, est-ce qu'il sait demander de l'aide pour le faire? Est-ce qu'il peut s'informer? Alors, je dirais par exemple à l'adolescence, il y a plein de problématiques qui peuvent arriver. Est-ce que le parent il est vraiment conscient, par exemple, des problématiques. S'il y a des problématiques d'addiction, on en parlait, de harcèlement, est-ce que le parent peut dialoguer avec les différents intervenants qui encadrent l'enfant, l'école, etc. Donc, tout ça, ça fait partie des compétences parentales. Et je dirais que, voilà, on a beaucoup travaillé ça. On a retrouvé avec les familles ATD qui avaient vraiment, je dirais, une résonance avec ce qu'elles entendaient par compétences parentales et qu'il y a la littérature. Effectivement, on a travaillé avec des éléments de la littérature et que les familles d'ATD nous ont fait vraiment une fiche sur les compétences parentales qu'on a mis également dans les recommandations qui correspondaient vraiment, qui avaient des similitudes avec ce qu'on avait retrouvé dans la littérature. Donc ça, c'était voilà pour les compétences. Et je dirais que ces compétences, elles se travaillent tout au long de l'accompagnement. Quand l'enfant, voilà, je dis attention, quand l'enfant est placé, on regarde, on est dans un dialogue avec les familles pour voir justement comment elles ont évolué. Il y a des compétences qui sont pas... Il y a des compétences qui sont déjà présentes. Attention, je ne dis pas que les parents n'ont pas de compétences parentales, mais il y en a certaines qui sont peut-être défaillantes et qui sont à travailler, qui sont à trouver ou à soutenir. Donc, voilà concernant les compétences. Alors après, il y a eu pas mal de questions. Je retourne sur mes petites fiches. Il y a eu pas mal de questions sur les outils.
Les questions sur les outils, alors là, je vais laisser soit Stéphane ou Renaud répondre, mais on demandait est-ce qu'il y a des indicateurs de l'outil du bien-être, des outils pour évaluer, quels sont les outils et les échelles qui sont utilisés par les professionnels, qui effectue l'évaluation d'un enfant entre 0 et 6 ans quand il est confié. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, les outils, c'est très, très important. Donc, je ne sais pas si c'est Renaud qui veut… Renaud, je vais commencer la réponse. C'est une question à la fois récurrente, compliquée et centrale. J'ai envie de dire que c'est effectivement de l'outil, quoi. Hein. L'outil, le livre qui brille qu'on utiliserait pour éviter au maximum toute erreur d'observation, d'interprétation, de pondération. Alors bon, je vais peut-être vous décevoir, mais bon, on a quand même beaucoup fouillé. Alors, peut-être d'abord, pour introduire ma réponse, il y a des travaux de la Haute Autorité de Santé ou d'autres institutions, je peux penser à l'ONPE, par exemple, le CESE également, qui ont aussi posé la question voilà, du bon outil, de la place de l'outil, ou même de l'existence d'un outil qui serait pertinent. Moi, dans le fil de questions, parce que j'essaie de suivre en même temps en direct vos questions, j'ai vu qu'il y a des questions qui sont relatives à l'évaluation du bien-être de l'enfant, j'imagine, avant et à l'issue de la décision de retour. Et puis, la question de l'outil de l'évaluation de la compétence parentale ou des compétences parentales. Alors, il y a eu un travail de la Haute Autorité de Santé sur le cadre de référence d'évaluation du danger en protection de l'enfance, qui pose bien que, de toute façon, quand on est en protection de l'enfance, on l'évalue par rapport à ce que sont en capacité de produire comme protection, pour le dire simplement, les parents par rapport à cet enfant. Donc la question des compétences parentales, elle est inhérente à la question du danger que peut encourir un enfant dans la relation qu'il entretient avec ses parents. Il y a eu 2 temps dans la réflexion scientifique autour de la compétence parentale. Il y a eu un temps où on a cherché à définir ces compétences. Et nous, l'annexe 2 de la recommandation, elle est là pour démontrer qu'aujourd'hui, il y a eu un travail quand même assez conséquent qui a pu être fait sur justement cette définition des différentes compétences parentales qui vont pouvoir ou devoir être mobilisées dans le champ de la protection de l'enfance. Et finalement, en mettant tout à la suite la définition des compétences parentales établie dans le cadre de l'élaboration du cadre de référence sur l'évaluation de protection de l'enfance et en essayant de synthétiser les différents échanges qu'on a pu mener avec le groupe de travail qui était composé de représentants de parents d'enfants placés, on voit qu'il y a une similitude qui est assez importante sur la compréhension, tant par les usagers, pour le dire simplement, que par les professionnels, de ce que sont les compétences parentales. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de les évaluer et je dirais même après de les pondérer les unes les autres, puisque les compétences parentales, c'est un halo de compétences très nombreuses, ou en plus, en fonction des situations, ne mobilise pas les mêmes. Quelqu'un qui n'a pas un enfant qui est en situation de handicap n'aura pas besoin de développer des compétences spécifiques pour accompagner cette situation de handicap de son enfant. Donc, c'est quand même une question qui est hyper complexe. Il y a quelques grilles qui sont validées scientifiquement à l'étranger. On peut penser à la grille de Steinhauer, qui est souvent l'outil d'évaluation des compétences et de la sensibilité parentale le plus fréquemment cité. C'est un outil qui a été développé au Canada il y a de ça maintenant quelques années, qui est traduit. C'est un outil qui n'est pas diffusé en France et qui n'est pas utilisé de façon homogène par tout le monde et qui recèle lui-même un certain nombre d'adeptes et de contempteurs, pour le dire comme je le pense. Tous les outils d'évaluation des compétences parentales posent la question de leur pertinence en ce qu'ils permettent de mesurer l'atteinte d'une compétence chez un parent et ont le défaut de normaliser très fortement les processus d'évaluation. Donc, on est souvent, nous, dans la recommandation, dans un équilibre, j'espère qu'on l'aura restitué à l'écrit de façon satisfaisante, entre une appréciation qui se veut une appréciation qui mesure à partir d'un outil une compétence parentale, mais également un travail d'entretien, un travail d'échange, un travail de prise de conscience et de perception par le parent de la réalité de cette compétence parentale dans son rôle de parent auprès de son enfant. Pour la question des grilles, et je vais aller plus vite, d'évaluation du bien-être, à ma connaissance, en France, il n'y a pas de grille d'évaluation du bien-être validée et diffusée, ce qui est assez lénifiant, puisque j'ai vu que c'était une question aussi qui était posée dans le fil de questions. Donc aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'état de bien-être des enfants qui sont rentrés à leur domicile après un placement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui s'est centrée sur cet élément. Il y a Daniel Rousseau, dans son étude sur la cohorte issue de la pouponnière du Maine-et-Loire, qui dit voilà, qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont été de retour dans leur famille et pour lesquels, clairement, ça n'a pas signifié une amélioration de leur mieux-être. Voilà, c'est le seul élément de certitude qu'on peut avoir, nous, Français, c'est-à-dire que cette étude qui concerne de mémoire une
60 ou 80 bébés qui sont passés pendant plusieurs années consécutives par la pouponnière donc de Angers dans le Maine-et-Loire. Un certain nombre d'entre eux a connu quand même une décision de retour, même des situations qu'il estimait lui extrêmement dégradées. Un certain nombre de ces situations, je crois que c'est plus de 50%, ont justifié un replacement. Mais ce replacement, il n'est pas adossé sur une évaluation du bien-être qui aurait dit, écoutez, l'enfant, il est revenu, ça se passe mal, on repart. C'est simplement la dégradation de la situation parentale qui a justifié le replacement. Donc non, il n'y a pas d'outil aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'en cite pas finalement dans la recommandation, parce qu'on n'avait pas la certitude que les outils qu'on aurait pu citer recueillaient bien l'adhésion de l'ensemble des personnes qui pouvaient les utiliser. Alors, il y a une question. Pardon, Stéphane. Oui, juste pour compléter ce que disait Renaud, les équipes peuvent quand même s'appuyer dans un travail pluridisciplinaire sur l'évaluation des psychologues qui interviennent dans les établissements, sur l'observation des éducateurs aussi, qui ont aussi matière à évaluer. Enfin, effectivement, il n'y a pas d'outils, malheureusement, il n'y a pas de grille d'évaluation, mais il y a quand même possibilité à travers les observations, d'évaluer aussi l'observation du comportement de l'enfant, d'évaluer aussi la manière dont l'enfant évolue et son bien-être. Il me semble en tout cas. J'ajouterais, parce que tu as tout à fait raison Stéphane, que dans la recommandation, on a fait l'effort également de demander aux professionnels un travail d'objectivation. En fait, on n'a pas construit à partir d'un outil, on a construit plutôt à partir d'un processus de travail, qui se veut, pour le schématiser très simplement, le suivant: on observe, on prend note, c'est-à-dire qu'on garde trace des observations, parce que 4 ans après, on ne sait plus ce qu'on a vu, et c'était peut-être important de se souvenir de ce qu'on avait vu à ce moment-là, donc on l'écrit de façon à… On pose des hypothèses de compréhension par rapport à ces éléments, on pondère et on croise les différents éléments, parce que c'est complexe. C'est difficile de savoir quel est l'élément le plus important, quel élément peut être perçu comme étant de l'ordre de la futilité ou du détail, de tel autre qui serait lui absolument indispensable à prendre en compte de façon centrale dans son analyse. Après, on pose tout simplement une hypothèse de conclusion, de compréhension et un plan d'action. C'est-à-dire qu'on est sur un travail d'objectivation de ces observations en pluridisciplinaire, en essayant de s'appuyer sur un maximum de compétences, idéalement en ayant la possibilité de s'appuyer sur quelques compétences externes. On est bien conscient que la recommandation, elle pose une forme d'idéal dans le fonctionnement du travail. Ça, je vois qu'il y a des questions de cet ordre-là aussi, j'en suis tout à fait conscient. C'est notre chance, entre guillemets, à nous, les chefs de projet de la Haute Autorité de Santé, de ne pas être directement sur le terrain. Mais on est dans ce processus qui se veut, lui, un processus qui va permettre de rendre compte de pourquoi on estime que telle compétence est acquise ou non. Plutôt que de dire, oui, mais ses parents, ils sont comme ci, ou ils sont comme ça, ou tel enfant, il est comme ci, il est comme ça. Ce que nous, on demande, entre guillemets, ou ce qu'on recommande, c'est d'avoir la capacité de justifier pourquoi on pense que telle compétence, elle est acquise, partiellement acquise, ou pas du tout acquise. Et ça, le travail quotidien des travailleurs sociaux, quels qu'ils soient, assistants familiaux, TISF, éducateurs, cadres socio-éducatifs, directeurs d'établissement, parce que moi-même, je suis de formation directeur d'établissement, permettent quand même de disposer d'un maximum de matière qui, si elle est traitée avec sérieux et avec méthode, permet quand même de s'approcher d'une certaine forme de compréhension juste d'une situation familiale. Enfin, moi, j'ai le sentiment et j'ai la conviction qu'il y a quand même possibilité, à partir des compétences qui existent dans les établissements et services, en travaillant de façon un petit peu structurée, d'avoir des évaluations sans outils de très grande qualité. En tout cas, merci Renaud. La question des outils, elle est de plus en plus… elle arrive de plus en plus, non seulement sur protection de l'enfance, mais handicap. Et il y a des outils qui nous arrivent peut-être un peu de l'étranger. Et c'est une question je pense que les professionnels sont en difficulté de ne pas pouvoir s'appuyer sur des outils. Et donc, on la retrouve souvent. Je voulais juste dire qu'il y avait des questions qui concernaient la coordination. Je lis la question telle qu'elle. Pensez-vous que des libéraux peuvent être sollicités dès la phase 1 pour accompagner le retour de l'enfant, notamment dans l'idée d'intervention sur des temps de week-end ou soirée? Stéphane? Oui, effectivement, moi j'ai pu expérimenter, alors moi j'interviens auprès d'adolescents, donc c'est particulier, mais effectivement il y a quelques années, avec la psychologue de l'hébergement où je travaillais à l'époque, on a pu tisser des relations avec des psychologues libéraux, justement à proximité du lieu de domicile de l'enfant, pour que justement on a pu organiser les choses de sorte qu'il y ait un rendez-vous le vendredi
qui précédait le retour en week-end de l'enfant, et avec une articulation étroite entre le psychologue en ville et la psychologue de l'établissement et la famille, puisqu'il n'était pas non plus question que la famille n'y soit pas associée, l'idée étant justement dans l'intention de préparer le retour de l'enfant au domicile parental, que ce travail avec le professionnel en libéral puisse se poursuivre au-delà de la prise en charge au foyer. Mais effectivement, c'est assez compliqué parce que cela présuppose aussi, sur le plan financier, que la famille soit peut supporter le règlement d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre en libéral, d'une part. D'autre part, cela présuppose aussi, puisque nous, on l'avait tenté sur un territoire où était expérimenté le financement des psychologues libéraux par la CEPAM, et c'était très compliqué de trouver des psychologues qui étaient prêts à tenter le jeu. Donc, ça peut se travailler, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais dans tout cas, dans ce souci de préparer le retour de l'enfant au domicile parental, c'est un bon levier. Ça peut s'avérer être un bon levier. Alors, il y a une question qui nous dit, les décisions de retour sont prises à 80% par les juges des enfants. Est-ce qu'on a prévu de s'adresser spécifiquement à eux? Là, je peux répondre très rapidement qu'on a des destinataires directs et des destinataires indirects, et ils font partie de nos destinataires indirects. Et c'est vrai que, pardon, c'est vrai que dans nos recommandations, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que soit dans les groupes de travail, soit dans les groupes de lecture, on essaye de mettre les destinataires directs et les destinataires indirects. Et donc, normalement, on espère toujours qu'ils reçoivent nos recommandations et qui passent le lien. Et c'est vrai que c'est pareil pour tous les travaux qui sont de la protection de l'enfance, ce que nous faisons à la Haute Autorité de Santé. On a ces destinataires directs qui sont les travailleurs qui sont sur le terrain avec eux, et puis tous les destinataires indirects, je dirais, c'est tous ceux qui se coordonnent autour de l'enfant. Donc oui, ils sont également compris. Alors, je vois une question. Comment s'assurer qu'il y ait un suivi par un organisme de milieu ouvert en journée en même temps que l'enfant est placé? Alors, je ne sais pas si… Oui, j'ai déjà répondu, c'est la question de la double mesure. Autant pour moi, Renaud. Il y a la double mesure, mais peut-être que… Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y a peut-être quelques professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse dont je suis. Et effectivement, dans le cadre judiciaire, elle est de fait. Voilà, l'intervention du milieu ouvert, elle est simultanée à la prise en charge en foyer. Et du coup, on travaille de concert, les deux services travaillent de concert. Merci. Alors, il y a des questions qui concernent les assistants familiaux. Est-ce que je peux me permettre, Christiane? Oui, excuse-moi, concernant les juges des enfants, juste pour expliquer, j'avais levé le doigt, mais juste pour compléter, c'est pas grave, juste pour compléter sur le fait que justement, il est nécessaire d'associer le juge des enfants tout au long du processus, dès lors que l'on s'interroge sur la pertinence du retour de l'enfant au domicile. Il me semble qu'on doit partager avec le juge des enfants l'évaluation et faire ce travail de fond où on transmet au magistrat l'évaluation, le travail qui a été fait par les professionnels, l'avancée de la famille ou pas d'avancée, l'évolution de l'enfant, notre évaluation, et ensuite on propose au magistrat le plan d'action que l'on a arrêté ensemble et on en échange avec lui. L'idée, c'est d'associer au plus près le juge des enfants et que même ce plan d'action, une fois qu'il est arrêté, que le magistrat le valide en quelque sorte, ça puisse même faire l'objet d'une audience préalable au premier retour de l'enfant à la maison. Ouais, merci beaucoup, Stéphane. Renaud aussi, je crois, voulait compléter quelque chose. Ouais, sur le juge, bon, c'est vrai que nous, on n'a pas autorité, hein, tout simplement aussi administrativement, nous, à la Haute Autorité de Santé, pour recommander aux magistrats du siège, qui sont constitutionnellement indépendants dans l'exercice de la justice. Donc, on tourne un petit peu autour. Après, on a été, juste pour votre information à toutes et à tous, on a été interpellé par des juges qui estimaient que leur place n'était pas assez importante dans la recommandation, parce qu'ils sont effectivement décideurs. La façon dont on a essayé de répondre à leurs remarques qui étaient fondées selon nous, c'est de bien rappeler que le juge, il fait avec ce qu'on lui donne. Le juge, il a une lecture quand même très parcellaire de la situation familiale en direct. Il mène une audience par an, parfois deux, parce qu'il y a une ordonnance de droit un petit peu compliquée à rendre. Il voit quelques adolescents au civil et au pénal, donc mais c'est quand même
un décideur qui est peu informé, en dehors de ce qu'on va lui communiquer comme information. Donc j'en reviens à cette nécessité de lui donner à la fois les conclusions des analyses en pluridisciplinaire qui sont produites par les établissements et services, mais autant que faire se peut, sans le noyer, des éléments un petit peu plus bruts d'observation, pour aussi lui faire comprendre le pourquoi de ce... Il y a des juges qui ne comprennent pas pourquoi on va proposer un retour. Parce que eux, ils ont quelques éléments de rapport, ça fait 5-6 pages, ils disent « ouais, pour moi, le danger, il est encore vraiment présent ». Cette sensibilité, il n'est pas normal qu'ils ne la repèrent pas. Donc, il faut, tout au début de la recommandation, on demande à identifier et un petit peu repérer les différents fonctionnements entre juges, aide sociale de l'enfance, DTPJJ, le cas échéant, et établissement au service d'accueil de l'enfant. Pour ça, parce qu'il y a des juges qui vont être preneurs d'informations au fil de l'eau, avec des petites notes de situation. Il y a d'autres juges qui vont travailler un petit peu différemment. Bon, on reste quand même convaincu que les juges sont des professionnels complètement impliqués. Moi, je n'ai pas d'éléments qui m'indiquent que les juges ne fassent pas leur travail. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer de sortir de ça. Je vois qu'il y a quelques mises en cause dans les questions. Je peux l'entendre, mais je pense que toutes ne sont pas fondées en tout cas. Voilà, les juges des enfants, c'est vraiment un interlocuteur différent, mais absolument central. Donc, on ne peut pas recommander directement qu'il fasse ceci ou ça. Ce qu'on peut simplement, c'est le mettre, entre guillemets, nous, dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent prendre des décisions les plus justes et les plus utiles à la protection et au développement de l'enfant. J'ai 3 questions pour toi, Renaud. Je vois le temps qui passe, je vais essayer de les prendre par 3. Donc, concernant les assistants familiaux, qu'en est-il plus particulièrement du retour suite à un placement en famille d'accueil? Quelle place vous donnez à ce travail de préparation du retour au domicile avec l'assistant familial? Et quelle place aux assistants familiaux dans ce processus de retour de l'enfant qui lui est confié? Alors, je vais essayer de répondre. Pour les assistants familiaux, on a eu la chance de pouvoir compter sur la présence justement d'un assistant familial dans le groupe de travail d'experts. Donc, on a vu aussi qu'un certain nombre de problématiques se posaient un petit peu différemment. C'est pour ça notamment qu'on a souhaité aborder la question de la durée du placement et de son lien éventuel avec le retour et les conditions de ce retour. Alors, très concrètement, pour les assistants familiaux, il y a aussi premier élément peut-être de contexte à poser, c'est que toutes les pratiques ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que les services d'accueil familiaux, ils peuvent être des services départementaux d'accueil familial avec des systèmes de référence qui sont pratiqués de façon assez diverse d'un département à l'autre. On a également des services d'accueil familiaux qui sont rattachés à des établissements ou à des services pour lesquels on va être sur un accompagnement, on va dire, quotidien des collègues assistants familiaux un petit peu plus soutenus. Donc, c'était aussi difficile, c'est un petit peu l'écueil de cette recommandation, c'est que voilà, vouloir parler à tout le monde de tous, on n'a pas pu, à certains moments, peut-être atteindre le niveau de détail qui aurait été souhaité. Les assistants familiaux, ce qui est certain, c'est qu'ils ont, eux, des conditions d'exercice qui sont un petit peu différentes, puisque déjà, ils sont hors planning. Donc ça, c'est pas mal. Quand on n'est pas à 35 heures, ça simplifie l'organisation aussi de la présence éducative. Ce qui est très important, je pense, à souligner, et on a essayé de le faire dans cette recommandation, c'est que le dénouage relationnel et la place que peuvent occuper des assistants familiaux qui, pour certains, ont été en contact régulier avec les parents depuis un certain temps, de ce qu'ils peuvent apporter au moment de la fin du placement et dans les premiers temps du retour, en dehors même de l'éventuel maintien d'une relation à long terme entre un assistant familial qui se sera occupé plusieurs années d'un enfant et cet enfant. C'est-à-dire que là, on est sur, je dirais, une configuration qui est peut-être un peu plus simple que celle qui va concerner un établissement. Je peux prendre l'exemple d'une maison d'enfants à caractère social, par exemple, pour lequel voilà, toute la question de l'organisation, de la cohérence, du positionnement collectif par rapport à un seul et même enfant et ses parents ne va pas se poser de la même façon pour l'assistant familial. Donc cette question à la fois de la préparation de la séparation relationnelle entre l'enfant et l'assistant familial, pour l'enfant d'un côté, mais aussi pour l'assistant familial de l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier que les collègues, eux, investissent massivement quand même au niveau éducatif et affectif un enfant qui est amené finalement à quitter leur domicile. Il faut qu'il se prépare souvent pour un accueil qui va être le suivant et qui va arriver assez vite. Donc, il y a des postures de travail un petit peu particulières au moment de la séparation et dans les premiers mois qui suivent le retour, pour à la fois bonifier autant que possible dans le temps le fait que l'enfant a été accueilli dans un service d'accueil familial et en même temps faire de ce retour en famille une séparation et pas une rupture relationnelle entre cette famille qui a accueilli l'enfant et ses enfants.
du côté du travail de soutien avec les parents, il y a des revendications assez régulières d'assistants familiaux, d'être plus impliqués finalement dans la préparation et dans les premiers temps de la mise en œuvre du retour. On n'a pas, j'ai pas réponse à cette question, j'ai pas tous les éléments. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on oscille entre la volonté justement de profiter de cette de l'existence de cette relation qui est assez intense entre la famille d'accueil, l'enfant et parfois les parents, parce que c'est de nature à sécuriser le retour. Ça leur donne finalement un rôle un petit peu de pas de tuteur, mais de mentor dans la logique du mentorat québécois par rapport à ses parents. Et en même temps, je pense que pour les services qui sont les employeurs de ces assistants familiaux, il y a la volonté de les préserver pour qu'ils puissent effectivement eux aussi faire séparation avec l'enfant et pouvoir accueillir un nouvel enfant. Mais on est effectivement, je pense, il y aurait peut-être besoin d'aller un petit peu plus loin dans un document spécifique sur la pratique de l'assistant familial dans ces séquences de retour. Merci Renaud. Alors, il y a des questions qui concernent les psychologues. Comment faites-vous lorsqu'il n'y a pas de psychologue pour diverses raisons? L'analyse de ces professionnels sont bien souvent déterminantes et permettent l'adaptation de la prise en charge, aussi bien individuelle, l'enfant, que groupale avec la famille. C'est sûr que, peut-être pour répondre, en tout cas, lancer la réponse, c'est sûr que l'approche pluridisciplinaire nous paraît absolument indispensable pour disposer à la fois d'une évaluation de qualité, mais aussi pour penser des actions qui vont être nécessaires à la consolidation du retour, parce que les deux vont toujours ensemble. Donc, on peut que déplorer malheureusement la situation de ce collègue qui doit exercer sans la présence d'un psychologue clinicien. Après, ça peut arriver dans les établissements, des établissements où il n'y a qu'un seul psychologue, donc s'il part et qu'il n'est pas remplacé, on n'en aura pas pendant un certain temps. Voilà, ce sont des situations de réalité. Je ne serais pas satisfait de disposer d'une évaluation. Il n'y a pas une approche clinique portée par un psychologue clinicien à minima. Je pense que c'est quand même aujourd'hui une pratique qui s'est répandue, et heureusement, de pouvoir disposer de ces expertises dans les établissements d'ailleurs tant, je dirais, ASE que PJJ. À défaut, ce qui me paraît compliqué, c'est de recourir à une prestation libérale juste pour un temps d'évaluation, parce que voilà, on n'est pas dans ces démarches-là et on est quand même souvent plusieurs mois à minima, je dirais, de vie en présence de cet enfant. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, dans ce cas, il faut faire sans. Et peut-être, l'évaluation, elle va être un petit peu moins complète et un petit peu moins fine que ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas eu de psychologue. Maintenant, sinon, comme je dis souvent, les mesures ASE, PJJ, ce sont des mesures qui sont exécutoires, il faut faire comme on peut. Ça, c'est la loi demande ça aux professionnels, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une décision est prise, on doit tout mettre en œuvre pour faire le mieux possible. Donc après, si les conditions, j'ai vu, il y a beaucoup de questions sur les plannings, tout ça, je comprends tout à fait. Je vous dis, je suis un ancien directeur d'établissement, donc je vois bien de quoi il s'agit. C'est à prendre en compte, c'est certainement à faire valoir auprès des autorités compétentes au moment des négociations budgétaires, même si on vous parlera de baisser plutôt que d'augmenter les prix de journée. Il n'en reste pas moins qu'après, quand l'enfant il est là, on fait au mieux avec les moyens dont on dispose. C'est exactement la même chose sur les ressources partenariales. On n'est pas du tout homogène en France sur la question des ressources de santé qui vont être disponibles sur un territoire. Et puis encore peut-être plus fondamentalement, chaque parent, il n'a pas les mêmes ressources amicales et familiales autour de lui en termes de densité, de disponibilité, de bienveillance. Donc, chaque situation, après, elle doit avancer un petit peu à partir de ce qu'elle est en réalité. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Alors, il y a des questions qui concernent la compréhension des phases de développement affectif de l'enfant par les professionnels et par les familles. C'est vrai que c'est pas... je dirais que c'est pas simple et que c'est vrai que c'est là, pour le coup, que c'est bien d'avoir aussi un psychologue du développement pour ces choses qui sont spécifiques. Et de plus en plus, on est sur ce développement de l'enfant où il y a des choses qui, si on n'est pas, je dirais que si on n'a pas une fine connaissance du développement de l'enfant, on peut passer à côté. Donc oui, on comprend tout à fait, mais la compréhension de ces phases, là, pour le coup, c'est bien d'avoir un psychologue de développement de l'enfant. Oui, Renaud. On peut juste peut-être ajouter que les dernières démarches, je pense à la démarche de consensus sur les droits fondamentaux de l'enfant, je repense à la démarche de consensus sur les interventions à domicile, sur les travaux les plus récents de l'ONPE, insistent quand même massivement sur la nécessité aujourd'hui en France de s'assurer que les professionnels
dispose d'une compréhension fine de ces éléments relatifs au développement de l'enfant, de façon à pouvoir les diffuser auprès des parents, à les expliciter auprès des parents. Donc, on n'y est pas, mais je pense que ça, c'est certainement un des points sur lesquels il y a le plus d'efforts qui est réalisé aujourd'hui, ce qui fait que nous, finalement, on a simplement repris ces dynamiques qui consistent à demander à ce que les gens soient formés. On a posé tout à l'heure la question, on a oublié d'y répondre, sur les tout-petits. Très clairement, aujourd'hui, l'évaluation pour un enfant de moins de 6 ans, elle doit être faite en présence de professionnels formés à la puériculture et au développement de l'enfant de 0 à 6 ans. C'est-à-dire ça, c'est répété dans quasiment toutes les publications qui sont dédiées à cette tranche d'âge. Donc, on peut espérer que la prise en compte, la capacité à diffuser et à permettre aux parents lui-même de se repérer dans les différents stades de développement de son enfant sera un des champs sur lesquels on va progresser beaucoup et rapidement. Sur la coordination, ça sera peut-être un petit peu plus long parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Je pense que sur la question de la connaissance des différents besoins liés au développement de l'enfant, on est quand même sur une incitation très forte à faire mieux et je pense que ça aura des effets assez rapidement. Alors, je regarde sur les questions. Connaissez-vous la proportion d'enfants placés durablement sans projet de retour? Alors, moi, je suis monsieur chiffre, donc je garde le micro. Mais l'avantage quand on est monsieur chiffre sur ce sujet, c'est qu'on se fait pas remplir la tête, puisque finalement, il y a très, très, très peu de chiffres qui sont disponibles. On n'a déjà pas la proportion d'enfants qui rentrent au domicile chaque année, donc on n'est pas prêt d'avoir celles qui seraient concernées par un projet de retour, puisque ça demanderait des systèmes de collecte. Je pense qu'on n'est pas en mesure de réaliser aujourd'hui en France. On n'a même pas pu approcher une estimation. Donc moi, j'ai fait apparaître dans l'introduction du document que plusieurs dizaines de milliers d'enfants pourraient être concernés par un retour en famille chaque année en France. Je ne peux pas être plus précis. J'en suis désolé devant vous aujourd'hui, mais on n'a pas la possibilité. Sachez que le collège scientifique de la Haute Autorité de Santé s'est quand même ému d'une situation qui consiste à recommander sans qu'on ait même le chiffrage de base. Donc voilà, là aussi, il y a des demandes et il y a des travaux, notamment dans les différentes institutions qui établissent des statistiques qui devraient permettre d'en savoir un petit peu plus. Sur la question des déplacements supérieurs à 2 ans, pour lesquels il n'y a pas de projet de retour, je n'ai pas le chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que plus le placement dure, moins le retour il est probable. Donc ça, c'est démontré scientifiquement, notamment en Angleterre et aux États-Unis. On a essayé d'expliquer les principales raisons qui expliquaient cela. Je pense néanmoins que dans la façon dont on a rédigé la recommandation, en rapport à ce qu'on a lu dans la littérature scientifique, il n'y a pas de durée de placement qui est exclusive d'une possibilité de retour. C'est sûr qu'après 7 ou 8 ans de placement en famille d'accueil, un enfant qui est arrivé quand il avait 5 ans et qui se retrouve à 14 ans, 15 ans dans la même famille d'accueil ou qui a fait 1 ou 2 familles du fait des fonctionnements administratifs, la probabilité d'un retour, elle paraît pas massive. Néanmoins, la loi et les éléments de bonne pratique qu'on a pu recueillir indiquent qu'il faut quand même se poser régulièrement la question. Parce qu'à 15 ans, on n'a pas le même rapport à soi protecteur que quand on a 5 ans. Peut-être que quand on a 15 ans, on peut mieux composer avec des parents qui sont défaillants. Donc la question, elle reste pertinente dans le temps. Maintenant, et ça fait écho avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les familles d'accueil, la question de la séparation de cet adolescent qui est arrivé enfant auprès d'une famille qui s'est occupée de lui pendant très longtemps, avec lequel il est en sécurité, il se sent bien, il a construit sa vie, je dirais, personnelle et amicale sur le lieu de résidence de sa famille d'accueil. Et quelque chose aussi qui est pris en compte au moment de l'évaluation et qui ne va pas toujours être favorable à une proposition de retour. Mais ça, c'est ce que je vous disais, c'est la difficulté à pondérer entre les différents éléments d'une situation quand on se pose la question du retour. Mais il n'y a pas d'exclusion normalement à construire à partir du moment où l'enfant a été placé pendant 5 ans. Même un enfant qui aurait eu son statut adapté à long terme dans le cadre des nouvelles lois peut à un moment rebénéficier d'un retour. On n'est pas dans un système québécois où on place jusqu'à la majorité. Au Québec, il y a des décisions où l'enfant, il sait qu'il ne rentrera pas. En France, sauf les parents qui se voient déchus de leur autorité parentale, en dehors de ces situations, le retour, il est légalement toujours possible. Alors, vous évoquez une articulation entre les équipes du lieu de placement et celles qui interviennent à domicile. Le rôle de l'ASE en tant que tiers paraît également très important à identifier dans cette phase de glissement progressif avec, dans certaines situations, des retours qui se passent mal. Et l'AEMO dans tout ça. Ouais, alors, bon, le rôle de tiers de l'ASE, au moment de la transition entre la situation de placement et le retour en famille,
pas le moment où il va être le plus, je dirais, le plus sollicité. Ce qu'on va surtout attendre de l'ASE à ce moment, anticipation, et qu'il y ait une effectivité dans les orientations. C'est ce qu'on rappelle dans la recommandation. C'est-à-dire qu'un plan de retour, il faut qu'il soit mis en œuvre. S'il est nécessaire au retour, il faut qu'il puisse être mis en œuvre. Donc, il faut essayer de s'assurer que le plus rapidement possible, la majorité des interventions, si ce n'est la totalité des interventions prévues, elles sont quand même à l'œuvre. Vous parliez de la scolarité, de la difficulté à construire des transitions entre deux établissements scolaires. L'inscription scolaire, normalement, elle se fait naturellement, elle peut être faite par un éducateur, hein, c'est le code de l'éducation qui le dit, c'est pas moi. Donc, on ne devrait pas avoir de transition longue et de période de déscolarisation d'un enfant, sauf à ce qu'il ait un profil extrêmement particulier au moment d'un retour. Bon, ça peut exister si on n'a rien anticipé, tout simplement. C'est-à-dire qu'après, les démarches administratives, elles prennent un petit peu de temps. Donc, nous, on dit surtout au moment de cette transition entre le placement et le retour, il faut s'assurer que rapidement, les mesures qui sont attendues sont à l'œuvre. Il faut donner les éléments d'information aux collègues qui prennent le relais à l'issue du placement. Il faut essayer de se rendre disponible dans les premiers temps parce qu'on sait que ce sont des moments où voilà, on n'a pas toute l'information. Ça peut créer aussi des opportunités chez des parents qui sont intelligents et qui vont un petit peu repérer quelques failles pour gagner un petit peu d'espace. Et ce n'est pas forcément ce que nous, professionnels, on peut se souhaiter à ce moment-là. Mais le rôle de tiers de l'ASE, il court, je dirais, depuis le début du placement. C'est-à-dire que normalement, on est dans un fonctionnement où l'ASE ou la DTPJJ, hein, le STEMO en l'état, si on est dans une mesure pénale, et le lieu d'exercice de la mesure de protection, ils sont en coordination permanente. Même si j'ai bien noté que vous vous plaignez de l'absence de PPE, etc., c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Et puis, il y a eu des travaux plus complets. Hein. Je vous renvoie au rapport qu'a fait l'ONPE, notamment sur le PPE. Je crois que c'est un rapport de 2016 ou 2017, où il y a un état des lieux extrêmement précis et complet qui est établi. Nous, on estime, et c'est ce que rappelait, je pense, tout à l'heure Stéphane sur la question des outils, qu'à défaut de PPE, l'ASE, elle a quand même un projet en tête, elle a quelques notes qui sont écrites, et l'établissement, il n'a pas forcément un projet personnalisé en annexe 2 de son DIPC, il est quand même réputé savoir ce qu'il fait, comment il le fait, avec quel objectif, pour un enfant lambda. Donc, quelque part, les démarches intellectuelles, elles peuvent avoir lieu. C'est sûr que l'outillage, vous parliez aussi de la trame d'évaluation annuelle normalisée, posée au niveau français, ce sont des choses qui simplifient les choses et qui permettent d'aller plus vite. On pense quand même que voilà, il y a possibilité de construire avec l'ASE, quand bien même les outils seraient inexistants ou insuffisants. Merci Renaud. Alors, il y a une question qui a été posée qui concerne les majeurs. Et donc, peut-être, Renaud, que tu peux rappeler qu'il y a une recommandation à venir. Une reco à venir. Ça tombe bien. Non, il y a effectivement, donc, le programme, on l'a rappelé dans la lettre de cadrage, mais on ne l'a pas remis dans la recommandation. Donc, c'est une saisine de la Direction générale de la cohésion sociale pour un programme de 2 recommandations liées à la sortie des dispositifs. Et la sortie des dispositifs, c'est soit le retour en famille, soit l'accession à la majorité. Voilà. Une grande partie, finalement, des retours, enfin, une partie plutôt conséquente des retours en famille, qui ne sont pas traités non plus dans cette recommandation, sont des retours d'adolescents qui devraient. Et à 18 ans et un jour, ils rentrent chez eux. Donc ça sera traité, effectivement, dans la future recommandation sur l'accès à l'autonomie. Et elle se centrera, celle-là, beaucoup plus sur les adolescents et jeunes majeurs entre 17 ans et 21 ans. Où là, on a des problématiques aussi différentes, et puis on a surtout un travail de coordination partenariale qui ne se pose pas de la même façon, et puis on a l'accession à la majorité civile qui transforme l'adolescent en sujet majeur, possesseur de droits et d'obligations particulières du fait de son accession à la majorité civile. Donc on ne pouvait pas traiter les deux en même temps. C'était pas possible. Alors, peut-être une dernière question rapide pour Stéphane. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin, Stéphane. Tu recouvres la notion du droit à l'erreur. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de questions autour du droit à l'erreur et je crois qu'il y a une incompréhension. Alors, comme je l'avais précisé à l'occasion de mon propos, là, tout à l'heure, l'erreur n'est pas le manquement, l'erreur n'est pas la mise en danger du mineur et l'acceptation de la mise en danger de l'enfant par le parent. L'erreur, si je dois illustrer, si normalement on considère que le repas se fait pour un enfant de 6 ans à 19h30, il doit manger et que le repas s'est fait à 22h, alors que l'enfant, il avait classe le lendemain et qu'il doit se lever à 7h, certes, ce n'est pas la meilleure heure pour donner à manger, mais ce n'est pas dramatique. Voilà, c'est ce que je parle. Voilà, pour moi, l'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est quand on a écarté tout ce qui est danger, tant physique que psychique de l'enfant.
Voilà, j'ai vu, oui, effectivement, qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Après, le droit à l'erreur, c'est pas le droit de malmener son enfant, c'est pas le droit de faire n'importe quoi de son enfant. Ouais, peut-être pour compléter Pour dire les choses un peu brutalement et rapidement. Le cumul permanent à très court terme d'erreurs va être un indicateur pour les professionnels. Le fait de commettre… Moi, je suis père de famille. J'ai 2 enfants, dont un petit de 3 mois. Je suis actuellement en congé parental, donc je m'en occupe tous les jours. Je suis convaincu que je fais des erreurs. J'en suis convaincu. Je n'ai pas vos yeux vigilants qui m'observent. Donc, je fais mes erreurs dans mon coin. Nous, ce qu'on veut simplement dire, c'est que le danger, malheureusement, il n'est pas défini. C'est une notion qui est extrêmement floue. Et quand on a discuté avec les représentants de parents d'enfants placés, tant que moi-même ou Stéphane ou d'autres membres du groupe de travail se sont replongés un petit peu dans nos expériences professionnelles, on les a expérimentées personnellement, il y a la question, voilà, de la proportion entre ce qu'on observe comme étant défaillant ou insuffisant ou insatisfaisant du côté du parent et les conséquences qu'on peut donner à cet acte. Les conséquences, elles peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être, entre guillemets, parapénales, c'est-à-dire qu'on va sanctionner le parent en disant là, ce que tu as fait, c'est trop grave, ça, on suspend. Elles peuvent être de saisine, elles peuvent être aussi éducatives, c'est-à-dire de reprendre. On parle beaucoup de reprise des enfants. Là, on est dans quelque chose de l'ordre, construire des temps de reprise adaptés avec des majeurs qui sont les parents de l'enfant. Mais comme l'exemple que prend Stéphane, il est très juste, c'est-à-dire que si on est sur un problème de capacité d'un parent à s'inscrire dans une temporalité pour que son enfant, il se lève le matin en étant en forme, il ait pris un petit déjeuner, il soit quand même propre sur lui, bien habillé, puis qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas complètement épuisé à l'école. C'est des choses quand même qui peuvent se travailler, ce sont des choses qu'il ne faut pas promouvoir du côté de la pratique parentale, mais on ne peut pas non plus systématiquement sanctionner le parent de tout. Sinon, il n'y aura pas de retour. C'est-à-dire qu'à un moment, on était sur des parents qui, en plus, sont quand même réputés comme étant défaillants. Sinon, il n'y aurait pas eu de mesure de placement. On sait quand même qu'en face de nous, on a des gens qui ne maîtrisent pas toutes les compétences et qui n'ont pas toutes les postures et toutes les aptitudes a priori. Donc, si on ne leur laisse pas la possibilité de trébucher, on dit souvent, j'ai vu qu'il y avait des citations, donc je vais vous en donner une, on dit souvent que l'éducation, c'est l'art subtil de tenir la main tout en sachant la lâcher. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut bien laisser aux parents la possibilité de faire et d'accepter qu'ils se trompent tant que ça n'engage pas la sécurité ou le projet à long terme de l'enfant, si on veut pouvoir leur permettre aussi de reprendre confiance. Mais je comprends que l'équilibre il soit très compliqué à trouver et que celui qui observe l'erreur n'est pas celui qui va prendre la décision concernant cette erreur à certains moments, puisqu'on va être obligé de faire des notes d'incident à l'ASE et que ça va nous échapper. C'est pour ça que la coordination interne entre les 3 niveaux directs que sont les services et l'établissement, les services départementaux territoriaux et l'autorité judiciaire, c'est le premier axe de coordination qui doit être tenu. Moi, je veux bien qu'on me parle de l'école, mais si on ne parle pas à l'ASE correctement, on ne se met pas au jus et qu'on n'est pas cohérent, et pareil avec le juge, il ne va rien se passer du côté de l'école non plus. Et le droit à l'erreur, c'est ça un petit peu, sa difficulté. C'est comment apprécier une erreur collectivement pour en faire quelque chose, entre guillemets, de structurant positivement dans une situation. Et il y aura des fois, le droit à l'erreur, il va être tellement régulièrement mobilisé par le parent qu'on va se dire, c'est un parent, il n'y arrivera pas. Et on va faire le constat que le retour, il n'est pas envisageable. Mais si dès le départ, chaque erreur, on est payé cash, il y a 3 risques. De 1, vous allez perdre le parent. De 2, le parent, il va vous dire, et vous ne commettez pas d'erreur? Vous ne commettez pas d'erreur? Vous commettez, alors qu'on en commet également. Et de 3, à un moment, le parent, eh ben, il va arrêter, tout simplement. Et après, on va dire, il n'est pas d'implication, il ne suit pas le projet. Donc, c'est un subtil équilibre. Je trouve que ce n'est pas le point, pour moi, voilà, ce n'était pas le point le plus compliqué de la pratique qui est proposée par cette… En tout cas, je te remercie beaucoup, Renaud. Je fais attention parce qu'il est 28, il nous reste 2 minutes. Stéphane, 30 secondes. C'était juste pour compléter, pour juste compléter ce que disait Renaud sur le fait que plus les professionnels auront instauré le climat de confiance avec le parent, plus le parent pourra aussi dire l'erreur. Parce que c'est ne pas savoir l'erreur qui est le vrai problème. Parce que tant que c'est têtu, on ne met rien au travail. Quand c'est parlé, quand le parent peut s'autoriser à dire « j'ai déconné », voilà, il va le dire en toute franchise. Voilà. Quand il y a cette franchise, on peut commencer à mettre au travail et on peut accompagner le parent dans cette montée en compétences. C'était juste ça. Ben non, mais merci beaucoup Stéphane, c'est très important. Et on remercie encore les familles d'ATD qui ont participé, qui ont collaboré à ces recommandations. J'espère qu'on vous a donné envie de lire les recommandations pour ceux qui ne les ont pas encore découvertes. En tout cas, il y a tous des encadrés et voilà. C'est une recommandation assez dynamique. Alors, on vous remercie vraiment d'avoir été très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire, pour cette conférence. Alors, elle est à redécouvrir en replay sur le site de la Haute Autorité de Santé.
avec une présentation complète et vous recevrez une alerte par mail. Alors surtout, n'hésitez pas également à remplir le questionnaire de satisfaction. Ça nous aide un petit peu, voilà, puisqu'on réalise des webinaires, ça nous aide à savoir ce qui va, ce qu'on peut améliorer. Et donc, toute l'équipe de la Haute Autorité de Santé vous souhaite un agréable après-midi et se tient à votre disposition. Merci beaucoup, à très bientôt.